Donc merci bien, on va reprendre pour la dernière session de la journée. Ce sera donc présenté par Paul-Éric Petit du Cirque, LME Cirque, à Paris, et qui va nous présenter les systèmes de distribution du temps au sol. Merci Yann pour l'introduction. Je veux aussi d'abord vous remercier pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de venir ici à Grenoble. Et puis ici, vous montrer un petit peu ce qu'on fait côté recherche. Donc, je vais vous parler de choses un petit peu moins concrètes et sérieuses que ce que vous avez eu pendant cette journée, avec vraiment des applications sociétales et industrielles fortes, mais plutôt ce qui est en train de se passer sur le front de la recherche, de façon plus ou moins avancée, et aussi vous montrer en particulier comment on arrive à finalement créer une nouvelle infrastructure de recherche sur lequel on va pouvoir distribuer sur fibre optique des références de temps et de fréquence. Alors pour ça, je vais essayer de motiver un petit peu quand même ce discours en vous montrant pourquoi on a besoin d'utiliser la fibre optique, notamment pour obtenir des performances qu'on va appeler extrêmes, pour se différencier vraiment des hautes performances ou des très hautes performances. Je vais essayer de vous raconter un petit peu quelque chose vraiment à savoir sur les fibres optiques. On m'a demandé de préparer un cours un petit peu d'introduction générale, mais pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec les fibres optiques, je vais essayer de vous rappeler vraiment les caractéristiques essentielles et en quoi c'est très différent d'une propagation dans l'air ou dans du cuivre. Et puis voilà, on va continuer à avancer comme ça de plus en plus vers des choses concrètes, avec d'abord quand même quelques concepts qui peuvent toujours vous aider un peu à comprendre parmi toutes les technologies qui se développent sur fibre, essayer de les classifier, de bien que vous puissiez savoir à quoi vous attendre. Et puis voilà, après vous parler de deux choses en particulier dans lesquelles je suis impliqué, du transfert de temps de fréquence, notamment par du PTP avancé, qu'on appelle du White Rabbit PTP, et puis encore plus avancé sur le transfert de fréquences optiques, donc avec des signaux qui sont de fréquences beaucoup plus élevées, de performances encore plus élevées. Et puis vous montrer un petit peu le paysage de recherche et des attendus qu'on peut avoir dans les années qui viennent. Donc ici, jusque-là, on nous a parlé de dissémination de temps. Alors souvent, en fait, les stabilités cachées, c'est de l'ordre de 10.6, 10.7, ou des besoins en temps qui sont à quelques microsecondes. Et en fait, alors, c'est des choses que vous avez déjà pu entendre parler, notamment dans la partie haute, pour un tas d'applications sociétales, notamment pour les télécoms, la distribution aussi d'énergie, la finance. Mais ces besoins sont en train d'évoluer plutôt vers la nanoseconde et des besoins en stabilité relative de fréquence qui sont meilleurs que 10.11. Donc là, il y a besoin de solutions un peu plus performantes et si possible moins chères. Il y a beaucoup d'applications aussi sur tout ce qui est sensing et défense, notamment pour les fibres. Donc là, c'est le lien aussi avec la journée, sur tout ce qu'on peut faire pour se lutter contre le spoofing. Une bonne méthode quand même, c'est d'avoir des méthodes qui sont basées sur des technologies radicalement différentes et surtout des supports de propagation radicalement différents, même si vous avez vraiment une grande catastrophe sur la dissémination en espace libre, si vous avez aussi une infrastructure qui est basée sur du filaire au sol, vous pouvez imaginer que vous avez quelque chose d'extrêmement résilient. Et puis, dans les choses sur lesquelles je vais m'impliquer plus particulièrement, c'est tout ce qui est des applications en sciences fondamentales pour le fonctionnement en réseau de grands instruments, souvent pour l'astronomie, la physique des particules. Mais il y a quand même quelque chose d'assez notable, c'est aussi toutes les applications pour le changement climatique. Alors ça peut paraître un peu surprenant, quel est le lien entre la très haute performance et le changement climatique. Et bien la liaison entre les deux, c'est que les horloges très très performantes qu'on sait faire maintenant au laboratoire attiennent des précisions, des exactitudes qui sont de l'ordre de 10.18. Or, la fréquence de l'horloge dépend du potentiel gravitationnel, ce qui fait que si on compare deux horloges de façon très très exacte et qui sont distantes, à ce moment-là, la différence de fréquence entre les deux horloges peut révéler une différence de potentiel gravitationnel avec une sensibilité qui est de l'ordre de 10-16 par mètre. Donc si on a deux horloges à 10.18 qu'on compare entre les deux, on peut avoir des sensibilités à des différences d'altitude qui sont de l'ordre du centimètre. Et ça, c'est mieux que ce qu'on sait faire comme définition du géolide. Et ce géolide est en train d'être altéré par la fonte des glaces, donc
pouvoir avoir des mesures très très précises sur des temps courts. Ça permet d'avoir en fait des nouvelles données pour les climatologues et essayer de mieux ajuster les paramètres d'évolution de notre écosystème. Donc en fait, ça, j'aime bien m'attarder un petit peu sur cet exemple parce qu'on a des fois tendance à opposer science fondamentale et impact sociétal. Et ça, c'est un très très bon exemple où comment des mesures vraiment de très haute précision, pousser la physique dans ses retranchements, amènent aussi à des vraies données intéressantes à échelle planétaire. Alors, quand on veut faire de la dissémination en fréquence au sol, alors il y a un certain nombre qui ont déjà été balayés aujourd'hui. Je vais prendre le micro comme ça. Donc notamment tous les systèmes par satellite. Et au sol, alors on avait l'horloge parlante, et l'horloge parlante n'est plus. Pour ceux qui ne savent pas, Orange a fini par arrêter le service. Fort heureusement, il nous reste encore le réseau hertzien, mais c'est vrai qu'il a été un moment menacé. Et puis sinon, on a NTP. Mais ça, alors si je ramène ça à une observable en précision des intervalles de temps, là on parle plutôt de services qui sont de l'ordre de la milliseconde avec ces ensembles de services. Après, ce que vous avez, c'est très légèrement mentionné aussi pendant la journée, c'est tout ce qui est PTP ou du PTP haute exactitude, où là on peut descendre sous la microseconde jusqu'à la nanoseconde en termes de résolution, voire même un petit peu mieux. Et là, il y a beaucoup d'applications, notamment pour les télécoms, mais vraiment dans un grand nombre de secteurs. Donc ça, c'est une technologie qui est dérivée de normes I3E et qui est en train d'être très très sérieusement étudiée à l'ITU. Et puis sinon, vous avez encore plus loin des techniques comme celles développées par nos collègues polonais. Donc, le nom de code, c'est STAB, qui doit vouloir dire stabilisation électronique du délai. Ça fait le transfert de signaux RF analogiques et le transfert de temps. Donc là, vous avez une courbe. Alors là, c'est des déviations en temps. Donc, vous avez bien suivi le cours de François Bernotte, vous êtes très très à l'aise avec ça maintenant. Et donc là, vous voyez qu'on parle de stabilité en temps qui sont sub-picosecondes sur des temps de mesure qui excèdent la journée. Et vous pouvez aller encore plus loin si vous faites du transfert de fréquence optique. Je terminerai ma présentation avec plus de détails sur ce genre de technique, où vraiment on transfère une fréquence optique. Et sur la courbe qui est montrée là-bas, en bas à droite, vous avez la déviation d'Allen modifiée, qui permet de mieux qualifier le transfert de fréquence en fonction du taux d'intégration. Et vous voyez que par rapport aux horloges à micro-ondes à atomes froids comme les fontaines, qui ont des stabilités plutôt de l'ordre de 10-14 à une seconde jusqu'à quelques 10-16, les horloges optiques sont encore 2 ordres de grandeur meilleurs. Seuls ces liens-là permettent de comparer ces dernières générations d'horloges. Les méthodes GPS même raffinées, avec plein d'autres produits scientifiques pour arriver à passer la courbe marron à la courbe bleue, même des liens Two-way dédiés, vont pas être assez résolus pour comparer les horloges optiques. Donc ça, cette courbe-là est une motivation pour développer à grande échelle des comparaisons entre des horloges optiques sur des distances continentales. Alors effectivement, comment on arrive à de telles performances, c'est essentiellement par trois grandes découvertes qui ont changé notre façon de mesurer précisément les fréquences et de construire des échelles de temps. Il y a la capacité à avoir des lasers ultra-stables. Donc nous, ce qu'on appelle un laser ultra-stable, c'est un laser dont la largeur de raie mesurée sur une seconde est typiquement sous 1 Hz. Donc un laser télécom qu'on utilise pour faire des télécommunications, c'est plutôt de l'ordre du mégahertz. Donc là, on est 1 million de fois plus petit. Donc là, pour vous donner des ordres de grandeur, c'est ramener la distance Terre-Lune à moins du mètre. Vraiment, vous changez complètement de domaine. C'est la mesure la capacité à mesurer des rapports de fréquence, notamment avec ce qu'on appelle des peignes de fréquence optique. Alors là, Yann est un des grands experts mondiaux du domaine. Ça, il pourra vous expliquer beaucoup plus que moi toutes les subtilités de cet objet. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que ça utilise des cavités en anneaux qui font circuler des pulses optiques, et on vient construire une résonance telle que ces pulses-là viennent avec un taux de répétition qui est extrêmement stable.
Et si vous avez des pulses qui sont stables dans le temps, la transformée de Fourier va vous dire que vous avez des raies qui sont également stables dans le domaine des fréquences. Donc si vous, à ce moment-là, vous avez comme une règle dans le domaine des fréquences qui vous permet de mesurer très très précisément des rapports de fréquences sur à peu près tout le spectre visible. Et puis après, c'est la capacité à transmettre de la lumière par fibre optique. Donc ça, c'est de l'optique guidée, je vais vous en dire un petit peu plus. Mais ça permet d'avoir des transmissions qui sont à faible perte. Et deuxième avantage clé, c'est qu'il y a très très peu d'interférences. Dans une fibre, on est plus soumis à la coupure par la pelleteuse que des problèmes de spoofing ou de gel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout la fibre, juste quelques petites choses à savoir. Je ne vais pas forcément détailler tout ce qui est écrit sur ce slide, vous pouvez le relire si vous voulez. Mais le principe, c'est de guider la lumière en s'appuyant sur la réflexion interne totale. Et si vous vous souvenez bien des cours que vous avez pu avoir en lycée, c'est la loi de Stein-Descartes. Si vous avez passé d'un milieu d'indice N à N1, un deuxième milieu d'indice N2, eh bien le rayon va être dévié. Et au bout d'un moment, votre rayon dévié va commencer à tangenter la surface, et puis ce qui fait que pour les angles supérieurs, en fait, il n'y a pas d'autre choix que de rester à l'intérieur du milieu du forme indice. Donc ça, c'est ce qui est illustré en haut à droite. Vous voyez, on entre comme ça de la lumière dans un barreau plexiglas, et puis se retrouve piégé à l'intérieur du barreau. C'est exactement ce qui se passe dans une fibre, sauf que vous êtes un barreau tout droit. Vous pouvez faire des nœuds avec. Alors des fibres, vous en avez de toutes sortes. Ce qu'on appelle des monomodes, des multimodes qui maintiennent la polarisation. Vous pouvez commencer à rajouter des choses dedans, notamment des terres rares, si vous voulez avoir des milieux à gain. Vous pouvez nano-fabriquer aussi ça, donc avec ce qu'on appelle des fibres à cristal photonique, fibres creuses. Plein de choses qui sont possibles. Nous ici, on va se concentrer uniquement sur les fibres qui sont monomodes, sans maintien de polarisation, celles qui sont utilisées dans le réseau de télécommunications. Alors, pourquoi? Parce qu'on veut quand même pouvoir transférer ça sur des infrastructures existantes, pas refaire une infrastructure de zéro. Et effectivement, il existe une infrastructure de fibre pour les télécommunications qui a commencé à être construite il y a plus de 40 ans maintenant. Alors là, je donne un chiffre. Aujourd'hui, l'ensemble des réseaux de fibres pour les télécoms monomodes, c'est 4 milliards de kilomètres. Donc ça existe. Le tout, c'est de pouvoir y accéder. Donc si on rentre un petit peu plus encore dans le détail des fibres, qu'est-ce que c'est donc cette fibre? La lumière va se propager dans ce qu'on appelle le corps, le cœur de la fibre, et se retrouver piégé dedans. Alors là, je vous donne aussi un petit peu des détails. Alors, toute la difficulté, c'est de rentrer la lumière à l'intérieur du cœur. L'angle critique, il faut pouvoir effectivement correctement focaliser et au bon endroit la lumière que vous voulez envoyer à travers la fibre. Vous avez des ouvertures numériques qui sont relativement faibles. Et puis un chiffre que vous pouvez retenir, c'est que l'indice dans le proche infrarouge, c'est de l'ordre de 1,47 à 1 micron 55. Et les délais de propagation sont de l'ordre de 5 nanosecondes par mètre, ou 5 microsecondes par kilomètre. C'est à peu près la même chose que dans le cuivre. C'est pas ça l'avantage de la fibre par rapport au cuivre. Donc après, de façon très concrète, vous avez encore tout un tas d'enrobage pour éviter que la fibre casse. On met des polymères, on met des buffers, encore d'autres éléments de protection. Et en fait, à l'intérieur d'un câble, vous pouvez avoir 700, 1000 fibres, si vous voulez. Et ils sont, d'un point de vue accompagnement des besoins de transmission, notamment dans les câbles transatlantiques, en fait, ce qu'ils font pour augmenter encore les capacités, c'est qu'ils mettent même plusieurs cœurs à l'intérieur d'une fibre. Donc là, ils sont en train de mettre au point, de façon industrielle, cette technique-là. Mais voilà. Alors, quelque chose que vous pouvez retenir de façon concrète si vous voulez commencer à faire du transfert de temps et de fréquence dans des fibres, c'est que si vous voulez aller sur des niveaux de performance élevés, il faut éviter les fibres multimodes. Donc les fibres multimodes, on va avoir des dispersions modales, c'est-à-dire que plusieurs chemins sont possibles pour propager une impulsion. Donc c'est certes très facile à manipuler, c'est plus facile de coupler la lumière dedans, c'est moins cher,
Mais ça, vous allez rencontrer la limite de dispersion modale qui va vous empêcher de dépasser typiquement les microsecondes de résolution. Donc là, ici, encore une fois, nous, on s'occupe uniquement de ce qu'on appelle le film, qu'on appelle single mode, ou monomode, qui ont un seul chemin de propagation de gauche vers la droite, qui sont celles qui permettent d'avoir de plus grandes portées et des plus grandes bandes de transmission. Donc après, aussi une chose que vous pouvez retenir aussi, c'est qu'il y a plusieurs couleurs que vous pouvez utiliser pour éclairer votre fibre. Dans les laboratoires de physique, on a beaucoup de lumière dans le visible ou proche infrarouge, ça c'est bien pour faire quelques dizaines de mètres. Si vous voulez aller au-delà du kilomètre, on parle plutôt soit de la bande O, soit de la bande C ou L. Il y a toute une série de raies aussi qui sont pas très utilisées, là que je représente là-haut, entre 1330 et 1470. De toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler en télécom, j'ai jamais vu de gens utiliser ça. Bon, ça se vend quand même, donc il y a bien des gens qui utilisent, enfin c'est pas très fréquent. Et essentiellement, ce que vous allez avoir comme longueur d'onde possible, c'est 1310, qui est une longueur d'onde où il y a un petit peu d'atténuation, mais il y a un zéro de dispersion. Et toutes les longueurs télécom, entre 1530 et 1560 nanomètres, plus une petite extension plus loin qu'on appelle la bande L, autour de ces systèmes. Donc ça, c'est ce qui correspond au minimum d'atténuation. Et dans le cas du réseau européen pour les fréquences les transferts de fréquences optiques, en fait, on s'est mis d'accord il y a une bonne vingtaine d'années, ce qui fait qu'on utilise tous des lasers à 15,42,14 nanomètres vide, qui correspond au canal 44, une fréquence de 194,4 THz. Ça, c'est pour le meilleur niveau de performance. Là, tout à un moment, je vous ai dit, le 1310, c'est pratique parce qu'il y a un zéro de dispersion. Je dois préciser de quelle dispersion je parle, c'est notamment de la dispersion chromatique. Alors, pour ceux qui ont oublié, il y a une petite différence entre la vélocité de phase et la vélocité de groupe. Je vous ai montré une petite animation qui permet de vous rafraîchir la mémoire si c'est parti trop loin. Et ça va être la différence entre la vitesse de propagation de l'onde ou de son enveloppe. Le chiffre à retenir, c'est que la dispersion chromatique dans les fibres monomodes à 1550, c'est typiquement 18 picosecondes par nanomètre kilomètre, donc par nanomètre de bande occupée et kilomètre de propagation. Ce qui veut dire qu'il y a deux conséquences concrètes. C'est que si vous avez des transmissions à haut débit, vous allez devoir plus rapidement compenser la dispersion chromatique et avoir une stratégie pour ça. Alors, soit en mettant des bobines de fibres à dispersion positive, soit en ayant des systèmes de nos jours, en fait, c'est plutôt fait à coup de processeurs GPU très rapides, vraiment de façon purement calculatoire. Mais en tout cas, il va falloir vous en préoccuper. Si vous voulez avoir des bons niveaux de performance sans trop vous embêter, en fait, une solution simple, c'est que vous pouvez simplement descendre le débit et la dispersion chromatique sera d'autant plus faible que votre débit, votre modulation est faible. Et puis après, il y a tout ce qui est dispersion de mode de polarisation. La fibre, en fait, est aussi de réfringente. Donc, en fonction de l'orientation de votre champ lumineux, eh bien, les délais de propagation vont varier et peuvent amener à une dégradation des performances. Donc, c'est un effet qui est quand même sensiblement plus faible, mais qui, à un moment, peut être gênant. Donc là, je vous redonne un petit peu les ordres de grandeur, un peu des effets qu'on doit combattre pour avoir une stabilisation au meilleur niveau. Donc la chose vraiment importante, c'est que les délais de propagation sont liés à la longueur optique, c'est-à-dire le produit de l'indice par la longueur physique de votre fibre, divisé par la vitesse de la lumière dans le vide. Et cette longueur optique, elle, varie dans le temps. Le problème, c'est que non seulement elle n'est pas nulle, mais comme Michel disait que c'était très lent, mais en plus c'est fluctuant. Donc c'est ça le problème. Alors en fait, le terme dominant, beaucoup de gens pensent que c'est la longueur, notamment quand on a des grands liens. Et c'est pas vrai. Ce qui bouge le plus, en fait, c'est l'indice, et d'autant plus que votre lien est long. Parce que si vous faites la variation du temps de propagation, bah, du coup, vous avez un terme en L fois delta L.
et un L, donc plus votre lien est grand, plus votre bras de levier en fait est grand. Donc le terme important là-dedans, c'est les variations de l'indice, c'est là-dedans qu'en fait est toute la physique. Et puis vous voyez aussi que les coefficients de toute façon sont plus grands. La variation de l'indice par rapport à la température, c'est dans le 10.5 Kelvin. En fait, c'est près de 20 fois plus que l'expansion physique de la fibre elle-même. Et puis vous avez d'autres aussi coefficients qui sont aussi sujets de beaucoup de recherches, qui sont liés à la variation de l'indice quand on soumet la fibre à une pression. Donc on peut faire ça avec les doigts, on peut faire ça avec un système qui permet de tourner la polarisation en jouant sur la biorefringence, ou alors c'est une onde de pression, par exemple, ou une onde sismique. Donc ça, c'est le fait que l'indice change quand une onde acoustique traverse la fibre. Ben ça permet aussi d'utiliser les fibres comme des capteurs qu'on retrouve un petit peu partout, hein, dans les centrales nucléaires, les ponts, les bâtiments, un tas d'infrastructures au sens infrastructure civile, et aussi pour pouvoir capter en fait, les vibrations à travers des réseaux comme ceux que je vais vous présenter. Alors comment ça marche? Alors pour ça, je vous ai fait une petite animation. Essentiellement, ce qu'on fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les fluctuations du délai se ramènent, les fluctuations relatives du délai, à une variation de vitesse. Donc c'est pour ça qu'on parle de Doppler shift. Une fluctuation du délai, c'est comme si l'objet était en train de se rapprocher de vous, s'éloigner de vous, et vous ne pouvez pas distinguer ça en fait, fluctuation du délai, d'une fluctuation de vitesse de votre cible distante. Donc on parle de Doppler shift, et ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on mesure cette perturbation du délai, en général avec un système basé sur un aller-retour, et on réinjecte l'opposé du bruit qu'on a mesuré, avec éventuellement division par 2 si on a fait un aller-retour. Donc là ici, dans cette simulation, c'est exactement ce que je fais. J'ai une onde que je simule sous Python, je fais une onde qui est un peu plus petite, sur laquelle là ici pour la démonstration c'est juste du bruit de phase, et puis je réinjecte ça dans l'onde verte avec un retard. Et bien ce qu'on observe, c'est évidemment on annule le bruit de phase qu'on avait introduit, et ce que vous voyez aussi dans la courbe rouge en fait, c'est que vous avez un offset au début que vous voyez. Quand vous fermez la boucle, vous avez bien une phase nulle, ce qui ne veut pas dire que vous connaissez parfaitement la phase entre votre onde transmise et votre onde de référence. Donc vous avez éliminé les fluctuations du délai. Les fluctuations du délai tendent vers zéro dans un système asservi, mais ça ne veut pas dire que vous connaissez pour autant le délai de propagation. Donc ça, pour ça, je vous renvoie aussi à tout ce qu'il vous a expliqué Jean-Michel. C'est exactement la même chose pour les fibres que pour l'espace libre. Pour faire ça, on fait des détections en bande étroite pour avoir la même fréquence. Et ensuite, pour pouvoir identifier le cycle, il va nous falloir de la bande. Donc on va se retrouver exactement dans la même position que ce que vous avez raconté Jean-Michel ce matin. C'est d'un côté, il faut de la bande étroite pour la fréquence, il va me falloir de la bande large pour pouvoir identifier mon cycle, d'autant plus que si mon cycle, en fait, c'est une onde optique à 200 kHz, il faut vraiment beaucoup de temps. Donc maintenant, si on peut classifier un peu tout ça, alors en fait, on peut faire ça avec des schémas très simples, avec 3 traits, un qui est représenté là tout là-haut, qui vous donne l'axe tout le long de la coordonnée curviligne, puis vous avez une horloge, vous avez une horloge avec tout un tas d'atomes qu'on peut utiliser pour faire des horloges atomiques, et puis vous faites une autre flèche où vous avez la propagation du temps. Alors si vous êtes un peu soucieux de l'homogénéité, vous écrivez plutôt le temps multiplié par c, comme ça tout ça c'est des longueurs, et c'est plus facile après pour faire un peu de calcul. Et essentiellement ce que vous pouvez faire, et c'est souvent ce qui est bien de faire, c'est-à-dire pas grand-chose, vous envoyez la lumière, et surtout vous ne faites rien d'autre. Donc ça on appelle ça un one-way, vous transmettez ça à travers la fibre, et comme la lumière va quand même relativement vite, vous dites bon, de toute façon ça n'a pas mis beaucoup de temps à arriver. Si vous n'êtes pas très exigeant, c'est une très très bonne méthode de faire, surtout que d'un point de vue de maintenance, comme vous n'avez rien fait, vous pouvez faire ça très longtemps. Donc ça c'est très très utile en fait. Alors, le tout est là, bien sûr que vous avez besoin de mieux que ça, et si vous avez besoin de mieux que ça, vous pouvez aussi tout simplement utiliser un modèle. Si vous savez que vous avez envoyé de Paris à Lyon, bon, vous savez bien que Lyon n'est pas à 100 km. Vous avez des informations sur la position, vous avez des informations sur votre fibre. Ben, vous pouvez utiliser un modèle de propagation qui vient corriger déjà ce que vous savez. Il ne vous reste plus que la partie fluctuante.
Donc ça, j'aime bien insister un peu dessus, parce que souvent on a envie de faire plein de choses pour que ce soit mieux que les autres. Et souvent, des fois, c'est bien aussi de rien faire. Sinon, si vous êtes plus exigeant, ce que vous pouvez faire aussi, souvent c'est ce qu'on appelle un two-way. Et à ce moment-là, vous envoyez l'information à votre partenaire qui est en B. Votre partenaire en B fait pareil. Il vous envoie également de la lumière. Et là, à ce moment, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir faire une mesure. À l'intérieur du laboratoire 1, vous allez mesurer l'intervalle de temps entre le moment où vous avez émis votre information et le moment où vous avez reçu la lumière retour de votre partenaire. Et cette mesure d'intervalle va vous renseigner sur ce qui s'est passé entre les deux. Donc, par exemple, Galilée, quand il voulait mesurer la vitesse de la lumière dans la belle nappe, c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est mis d'un côté, il a mis sa servante de l'autre. Ils ont fait un protocole comme ça. Donc l'idée est ancienne. Mais donc ça marche bien. Et si vous faites l'hypothèse que vous avez des chemins qui sont réciproques, eh bien vous pouvez compenser l'intervalle de temps pour peu que les deux chemins soient les mêmes. Alors après, si vous voulez commencer à faire un petit peu de maths dessus, vous pouvez commencer à écrire vos intervalles de temps. Vous voyez que les angles, en fait, donc là ici c'est en CT, et c'est des angles qui sont tout petits. Et donc là après, sur le même schéma, là vous pouvez commencer à faire tous les calculs que vous pouvez. Donc pour ça que j'aime bien ces petits schémas. Ici on ne va pas faire de maths, on va juste faire de la physique avec les mains. Et donc ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez améliorer votre système, c'est plutôt que vous allez vous arranger avec votre partenaire qui est en B pour que vous envoyiez à peu près en même temps la lumière. Vous vous dites, on a une connaissance a priori de l'heure, on envoie la lumière en même temps, chacun mesure son intervalle, donc cette fois vous avez deux mesures, de chaque côté. Vous échangez vos données de mesure, et à ce moment-là, vous pouvez retrancher les fluctuations. Il reste que vous avez quelque chose d'asymétrique. Si vous voulez faire encore mieux, vous faites des schémas où, cette fois, vous vous arrangez pour que les chemins de propagation soient parfaitement réciproques, pour peu que vous ayez une synchronisation qui soit parfaite. Les chemins sont les mêmes des deux côtés, les aires encloses qui vont décrire le bruit par intégration sont les mêmes, et là vous allez avoir une rejection du bruit qui est quasi parfaite, basée toujours sur deux mesures. Et sinon, en fait, ce que vous faites, c'est que si vous n'avez pas trop confiance dans votre partenaire en B, vous installez un miroir qui va vous réfléchir votre lumière. Du coup, en fait, ce que vous mesurez, c'est toujours en intervalle de temps. Vous avez cette hypothèse, vous pouvez diviser ça par deux, et vous avez un très très bon système de compensation. Donc ça, pour avoir ça, il faut avoir des systèmes qui sont complètement bidirectionnels. Dans le monde télécom, ça n'existe pas. Donc, pour faire ça à grande échelle, on est obligé de modifier le réseau de télécommunications pour avoir des amplificateurs qui sont complètement bidirectionnels, des schémas de propagation sur des réseaux télécoms complètement réciproques. C'est un certain travail. Sinon, vous êtes amené à une quasi-bidirectionnalité ou une détermination d'à quel point vos deux angles sont exactement égaux. Et puis après, sinon, vous pouvez faire ça avec des signaux qui sont digitaux ou analogiques. Ça, c'est un peu comme on veut. Si c'est digital, on peut transférer plein de données. C'est très pratique pour avoir des réseaux à grande échelle avec beaucoup d'utilisateurs. Du coup, comme vous passez plein d'informations, mais pas que du temps-fréquence, vous faites moins bien du temps-fréquence. Si vous voulez faire du temps-fréquence extrême, vous faites des signaux analogiques, vous transmettez que de toute façon un seul utilisateur au bout de la fibre, et vous ne faites rien d'autre que du temps-fréquence. Donc après, en termes toujours de technique sur comment faire ça, vous pouvez faire ça de façon, ce que je vais appeler indirecte, c'est-à-dire en fait votre laser, c'est pas lui qui porte l'information, vous allez amener sur le laser une modulation qui est votre information. Vous pouvez faire ça en modulation d'amplitude, de fréquence, de phase, tout est possible. Et c'est cette modulation qui va être portée par l'optique, qui va être détectée par une photodiode, où vous allez trouver un schéma très malin pour récupérer pour démoduler votre information et retirer la porteuse optique. Donc ça marche très bien, et puis du coup vous n'êtes pas très dépendant du laser que vous utilisez. Et si vous voulez aller encore plus loin, en fait, vous pouvez simplifier. Donc ça c'est vrai notamment si vous faites du transfert de fréquence optique. Vous ne faites rien porter à l'onde, c'est l'onde elle-même qui est l'information, donc vous avez des peines de fréquence optique qui viennent mesurer très précisément la fréquence du laser qui est injecté dans la fibre, qui lui est référencé par rapport à des horloges optiques également,
Et c'est ça que vous envoyez de l'autre côté. Vous faites battre avec le laser ultra stable de vos amis. Et la différence de fréquence entre les deux, c'est directement la différence de fréquence entre les horloges, une fois que vous avez stabilisé la fibre. Donc ça, c'est pour la partie cadre général. Et donc si ça va jusque-là, après on peut passer un peu à 2 exercices pratiques. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou je passe à la suite? Vous n'êtes pas en train d'hurler, donc c'est pas bon. Donc, deux cas de mise en pratique. Il y en a un avec une variante qui s'appelle PTP. Vous allez retrouver le même genre de schéma que celui que je vous ai présenté. Donc à gauche, vous avez un système qu'on va appeler mètre. À droite, un système qu'on va appeler esclave, qui va discipliner en fréquence et en temps sur le mètre. Alors là, j'ai simplifié un petit peu le protocole. En fait, le protocole est un petit peu plus compliqué. Il y a des messages annonces, il y a des choses qui sont faites. Mais essentiellement, ça consiste à envoyer un message d'abord de synchronisation et un message dit de follow-up qui permet de vérifier qu'effectivement ça s'est bien passé. On va noter de chaque côté, par des timestamps, les temps d'émission et les temps de réception. On va essayer de mesurer les délais instrumentaux entre T2 et T3. On va pouvoir écrire dans une donnée et retirer ensuite de la mesure. Et vous faites finalement exactement ce que je vous avais présenté tout à l'heure, une première mesure de délai entre T1 et T2, une deuxième mesure de délai entre T4 et T3, et vous allez dire que le temps de transport de la lumière, c'est finalement T4 moins T1 moins le délai instrumental, et votre temps d'offset, ça va être T2 moins T1 plus l'écart de temps que vous cherchez à déterminer. Donc ça marche très bien, sauf en cas d'asymétrie, c'est-à-dire qu'en fait le temps mètre-esclave, qui est T2 moins T1, n'est pas égal à T4 moins T3, vous allez commettre une erreur qui vient du fait que dans votre machinerie PTP, vous ne prenez pas en compte le fait que ces deux quantités peuvent être différentes. Et ça peut se calculer, cette asymétrie ou pas? Alors ça, c'est une très très bonne question. On peut la calculer par des modèles qui demandent d'avoir une connaissance de l'indice. Or, l'indice, on ne le connaît pas avec beaucoup de chiffres, notamment parce qu'il dépend de comment il a été posé. Donc ce n'est pas une mesure facile à faire in situ. Et une fois qu'il a été posé, en fonction du rayon de courbure, des contraintes auxquelles il est soumis, l'indice effectif de la fibre que vous utilisez n'est pas connu à plus que 4 chiffres à évaluer. Donc sur des liens qui sont longs, c'est problématique. Mais par contre, vous pouvez quand même enlever le gros déjà, à l'aide d'un modèle. On sait que l'indice, c'est pas 3, c'est 1,47, quelque chose. Quelque chose que je voulais vous dire aussi à propos de PTP, c'est en fait, il faut vous méfier, il y a plusieurs classes de PTP. MTP, c'est purement soft, mais vous avez des implémentations de PTP qui sont software aussi. Donc là, vous n'avez pas de mesure des délais instrumentaux qu'il faut retirer entre T2 et T3. Donc ça, en termes de précision et d'exactitude du transfert de temps, c'est tout de suite beaucoup moins bon. C'est à peine meilleur que du MTP, en fait. Donc méfiez-vous, c'est pas parce qu'il y a écrit PTP que ça veut dire que c'est mieux. Regardez bien quelle version. Et si c'est vraiment du PTP avec vraiment une mesure de délai du hardware de toute la chaîne, alors à ce moment-là, vous pouvez passer sous la barre des 10 microsecondes. Et puis en fonction du hardware et de comment cette mesure est faite à l'intérieur du système, eh bien vous allez avoir des mesures de plus ou moins précises. Donc c'est ce qui veut dire plus ou moins le biais là, entre custom FPGA et microcontrôleur. Voilà. Mais si vous avez des prix différents de routeurs PTP, en fait, c'est parce que faire une mesure précise, en général, ça coûte un peu cher. Ça, je vais passer. Mais je vais juste vous montrer ça. Donc ça, c'est des mesures qui ont été faites au NPL en Angleterre, de qualification sur des switches PTP. Donc là, c'est des Meinberg. Hein. Donc là, nous aussi, on ne cherche pas à faire la pub pour un fabricant plutôt qu'un autre, sauf qu'il y en a beaucoup de Meinberg. Juste avec 1 mètre un esclave, 2 fibres, une seule couleur qui est envoyée entre les deux, et on envoie un bon PPS, on raccorde ça avec un UTP, et on regarde les performances en stabilité de fréquence et en temps.
déviations d'Allen ou ce qu'on appelle les TDEV, en fonction du temps de mesure, donc typiquement quelques jours de mesure, hein, jusqu'à 10 puissance 5 secondes de temps d'intégration. Et bien, ce que vous voyez, c'est que, en fait, si vous n'avez pas de problème d'asymétrie lié au réseau, de variation de la charge, juste sur les capacités hardware, en fait, vous pouvez arriver dans la gamme sub 10.12 après quelques milliers de secondes, juste avec du PTP. Et en termes de déviation temporelle, on parle plutôt de quelques nanosecondes à la journée de déviation. Donc en fait, ce qui limite après les implémentations en pratique, c'est pas le hardware, après c'est les fluctuations qui viennent du réseau et les fluctuations qui sont asymétriques. Après, si vous voulez aller encore plus loin en termes de hardware malgré tout, parce que vous maîtrisez bien votre fibre, c'est la technique aussi qui a été mentionnée par Jean-Michel ce matin, donc qui a été introduite par le CERN et GSI. Le GSI est souvent oublié dans l'histoire. C'est vrai qu'ils sont plus petits que le CERN, mais c'est pas une raison. Et qui est assez maligne, notamment parce qu'elle s'appuie sur le maximum de normes au départ. Donc par rapport à du PTP classique, ce que ça utilise en plus, c'est la norme Simkey, qui était moins en vogue à cette époque-là, pour avoir un bon niveau de syntonisation entre les oscillateurs. Et donc ça, en fait, c'est assez important, parce que sinon, vos mesures d'intervalle de temps en A et en B, elles sont peut-être très précises, mais elles ne sont pas exprimées dans la même unité. Le rythme n'est pas le même. Alors vous êtes en train de compter vos cycles, mais pas avec la même fréquence de cycle. Donc ça, vous commettez une erreur, et à ce moment-là, ça limite les performances. Donc avoir un bon niveau de syntonisation, c'est important. Et le truc vraiment qu'ils apportent aussi, qui a été mentionné par Jean-Michel, c'est d'implémenter dans l'électronique numérique sur des FPGA des mixeurs balancés à différence de temps, complètement digitaux. Donc l'acronyme, c'est DDMTD. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'en fait, plutôt que de mesurer bêtement la différence de phase entre deux ondes qui sont rapides, ce qui est fait, c'est d'amener ce qu'on appelle une network clock, qui a une fréquence voisine. On fait le mélange qui fait qu'au lieu d'avoir mesuré, mettons, 100 MHz, vous allez mesurer plus que quelques kHz. Vous allez regarder comment ce kHz est en train de glisser légèrement vers la gauche, enfin, un peu de ralentir, ou au contraire de s'accélérer. Et vous faites ça entre ce que vous recevez de la fibre et ce que vous avez sur votre horloge locale. Donc là, vous avez une très très bonne mesure de différence, de phase entre les deux ondes, avec une résolution assez étonnante, hein. C'est plutôt de l'ordre de la dizaine de picosecondes, la résolution qu'ils arrivent à avoir avec leur mesure FPGA. Donc en fait, c'est compétitif avec des compteurs d'intervalle de temps qui coûtent déjà 5 000 € ou 7 000 € par Flatland Research. Mais ça, c'est fait à l'intérieur de ça. Donc une fois qu'on a ça, à ce moment-là, c'est plus facile. On a des timestamps qui sont très très bien résolus avec plein de chiffres après la virgule qu'on peut envoyer à travers les données, et il reste à compenser. Alors, je simplifie un petit peu, mais un point, le protocole qu'ils ont mis en place est un petit peu compliqué, mais il y a quand même une chose vraiment en plus, c'est le fait qu'on peut gérer l'asymétrie. Alors cette asymétrie entre master slave et slave master, c'est un paramètre qu'on met à la main. Alors, si vous regardez la littérature, ils appellent ça alpha aussi. Là, c'est pas le même alpha, il n'est pas écrit comme ça. Mais malgré tout, l'idée, celle-là, c'est plutôt que de faire master slave moins slave master, on va mettre à la main un coefficient correcteur qui fait que, donc on tripatouille ce coefficient, on peut amener l'erreur en temps à aussi proche de 0 que la mesure le permet. Alors ça, c'est vrai, tant que ce paramètre alpha est statique, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, dans les mêmes conditions, c'est pour ça que j'aime bien ces slides du NPL, on donne les mêmes signaux, on remplace les PTP Meinberg par des switches, là ça doit être les 7 sols qui ont été utilisés, même instrument de mesure. Et donc là vous voyez qu'en termes de stabilité relative de fréquence, on est plutôt à quelques 10.11 à la seconde, et ça peut descendre largement sous le 10.14, donc là vous avez assez de résolution pour comparer les horloges à atome froid basées sur CGM. Et en TDEV, à ce moment-là, on reste sous la nanoseconde, donc typiquement une centaine de picosecondes à quelques jours de temps de mesure.
Mais en fait, vous avez encore moyen d'aller plus loin, et notamment en fait en simplifiant plutôt le système au niveau du grand mètre. C'est en fait une boucle digitale qui vient bloquer l'oscillateur local sur le signal que vous lui donnez. Et il fait ça avec une bande qui est très faible, qui est de l'ordre de 20 Hz. Donc là, c'est la courbe bleue que vous voyez à gauche, là, sur l'identité spectrale de bruit de phase. Donc ici, en dBc par Hertz, en fonction de la fréquence d'analyse. Et en fait, si vous cloquez directement votre grand mètre sur un signal bas bruit de phase, donc ça, c'est ce qu'on peut faire quand on a la chance de travailler au cirque, à ce moment-là, vous avez la courbe rouge. Donc là, vous avez beaucoup plus de bandes d'asservissement. Vous pouvez avoir des dizaines de kilohertz. Vous n'êtes même pas spécialement fatigué à faire beaucoup mieux que ça. Et à ce moment-là, vous gagnez 40 dB, 50 dB de bruit de phase à basse fréquence. Donc ça permet de tout de suite gagner en stabilité relative de fréquence. Donc du coup, on peut être à quelques 5, 10, 13 à une seconde de temps de mesure, et avec des planchers de bruit qui sont dans la gamme indispensée à une journée de temps de mesure. Donc ça, si vous voulez plus de détails, c'est dans la thèse de Manning. Après, la difficulté, en fait, est du coup, il y a beaucoup de choses pour améliorer encore la technologie de Ultrabit, réduire les bruits, avoir des meilleurs FPGA, plein de choses qui sont faites, la communauté est très très active. Mais il y a quand même une vraie difficulté, c'est que pour déployer ça à grande échelle, ça veut dire qu'on utilise ça sur des réseaux télécoms. Et là, on a deux choix. Bien, on fait ce que je vais vous montrer après, c'est-à-dire modifier le réseau télécom. C'est possible, mais ça a des lourdeurs. Ou alors, vous avez des réseaux comme ils sont. Et les réseaux comme ils ont des amplificateurs qui sont unidirectionnels. Et vous avez une asymétrie du biais. Donc le vrai challenge, à mon sens, c'est de comment exploiter ces technologies Ultrabit qui ont le potentiel pour faire des performances déjà très très intéressantes. Je vous parle en 10-12 à la seconde, 10-16 à la journée de temps de mesure, en incertitude relative de fréquence. Mais comment faire ça sur des réseaux actifs? Donc là, il y a eu des démonstrations. La première, à ma connaissance, a été faite en Finlande, sur un lien de pas loin de 1000 km entre la capitale et un site de VLBI tout au nord du pays, au-delà du cercle polaire. Donc là, c'est l'expérience en bleu. Alors là, on a tout ramené comme si les liens étaient de la même échelle. Donc là, et là, vous voyez en fait que même si vous faites un déploiement sur un réseau WDM actif, comme ils ont fait en Finlande, eh bien en fait, vous pouvez quand même avoir une déviation en temps qui reste sous la centaine de picosecondes à quelques journées de temps de mesure. Donc ça vous demande d'avoir un lien qui n'est pas trop asymétrique entre les deux voies, mais je veux dire, c'est possible. Et donc ça, nous, avant de suivre vraiment ce genre de voie, on a fait des développements au laboratoire plutôt sur des bobines, c'est ce qui est montré sur la courbe de droite. Donc là, ce que je vous montre, en fait, c'est des déviations en fréquence en fonction du temps d'intégration. Et on fait des tests sur des bobines. On met de plus en plus de bobines pour voir ce qui se passe quand ça devient plus loin. Eh bien, ce que vous voyez, c'est qu'à court terme, avec nos systèmes améliorés dans plutôt de la gamme des 10-12 à la seconde, et à la journée, là, entre 10 puissance 4 et 10 puissance 5 secondes de temps d'intégration, donc une journée, c'est typiquement autour de 40 000 secondes de temps d'intégration. Ce que vous voyez, c'est une légère dégradation liée à une fluctuation de température qui ne s'exerce pas de la même façon sur les deux bobines. Donc ça fait des bosses. Mais malgré tout, vous voyez que par rapport à des techniques de type GNSS, en fait, on gagne des ordres de grandeur en performance, donc un bon facteur 20 à 50 en performance brute. Mais surtout, une façon de voir les choses, c'est que plutôt pour une mesure à 10.13, au lieu d'avoir un jour de temps de mesure, là ici, vous la faites en 20 secondes. Donc ça, d'un point de vue impact industriel, c'est très important. Donc notamment pour des tests qui sont sur des périmètres à 100 km, 200 km autour d'un point météorologique. À ce moment-là, ça permet de faire des mesures de qualification d'horloge, par exemple, où une minute suffit à qualifier le système, l'horloge industrielle, au lieu de mobiliser le banc sur plusieurs jours. Et là, quand tu parles de bobine, c'est tu stockes ça dans ton labo, tu as 100 km de fil. Ouais. Bon. Quand on roule, du coup, c'est pas très long.
Une dernière chose que je voudrais vous montrer sur le White Rabbit tel qu'on le pratique pour la version française, c'est aussi de pouvoir utiliser en fait les capacités du switch. Je vous ai dit à l'intérieur du switch, pour la mesure des LTD, il a une très très bonne résolution de quelques dizaines de picosecondes. Donc en fait, on peut utiliser ces capacités internes du switch en loguant tout simplement les paramètres. Et donc là, je vous montre en fait un premier essai de déploiement de White Rabbit en région parisienne. Donc c'est des liens qui font pas encore des milliers de kilomètres. C'est moins grand que le lien finnois. Par contre, c'est un lien avec déjà une bonne dizaine d'équipements White Rabbit, depuis le centre de Paris jusqu'à typiquement Orsay, Villetaneuse, des liens qui sont à l'intérieur du campus, donc le L3, c'est un lien de 300 mètres à l'intérieur du campus de l'Observatoire de Paris. Et puis ici, vous avez ici des laboratoires qui sont connectés, donc l'ISMO, le LPL et Orsay, avec des distances, voilà, 4 km, 30 km et 50 km. Et bien, ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait, juste en exploitant les capacités de supervision du switch, on peut retracer les fluctuations du délai mètre à esclave. Donc là, c'est la deuxième trace. Et on voit bien les perturbations, les fluctuations diurnes. La correction de cette pomme qui a été appliquée pour corriger ça. Comment le switch a déterminé son asymétrie et qu'est-ce qu'il en a fait, est-ce que c'était correct ou pas. Et donc ici, vous pouvez réutiliser ces données-là pour pouvoir tracer des stabilités, des TDL. Et donc on voit bien que sur les fibres déployées, donc là-dedans il n'y a pas encore d'amplificateur, et bien effectivement, si on n'a pas une bonne optimisation de la symétrie du lien, on se retrouve avec un pic qui est attendu par la théorie. Donc c'est par une mauvaise compression des fluctuations dues à la température. Donc maintenant je vais passer à la partie vraiment fréquence optique. Donc là on va aller encore plus loin en performance. Les picosecondes vont paraître d'un seul coup finalement encore énorme. Là on parle de laser ultra stable, donc la stabilité court terme c'est de l'ordre de 10-15, donc là on est descendu d'un facteur 1000 en résolution beaucoup plus fin, et cette fois sur des réseaux qui sont complètement bidirectionnels. Donc le truc qu'on utilise en particulier pour faire marcher ces technologies de l'extrême, c'est basé sur des détections hétérodynes, où en fait on introduit des composants photoniques pour décaler finement la fréquence du laser, une quantité qui est très bien contrôlée, aux deux extrémités du lien, et qui va nous permettre d'avoir une détection vraiment non ambiguë de la lumière qui a fait l'aller-retour dans la fibre. Donc ça va nous permettre de nous affranchir de toutes les réflexions parasites du réseau, parce que à une certaine fréquence de décalage, ça ne peut être que la lumière qui a suivi un aller-retour. Donc la façon dont ça marche, je vous ai fait une petite simulation pour vous montrer ça. Donc si vraiment vous voulez rentrer dans les équations, on peut y aller, mais c'est simplement la somme des champs entre ce qui est reçu à la photodiode et votre champ de votre oscillateur local, qui est jamais cycloque. Donc ça c'est une technique très très efficace, c'est que vous voyez, sur des liens qui sont longs, qui font plusieurs centaines de kilomètres, finalement le signal que vous recevez, c'est à peu près le truc bleu, là qui est tout en bas, dans la zone grise, vous avez une détection qui vous permet d'avoir à peine quelques 10-6, ça correspond à un nanowatt reçu, hein, donc quelques nanowatts de signal, puis en fait votre signal est même plus bas que ça, avec un gros pédestal de bruit. Donc si vous faites une amplification brute de ce signal-là, vous allez tout remonter, et votre rapport c'est la bruit optique, va rester très mauvais. Alors que si vous utilisez les techniques hétérodynes, le rouge c'est plutôt votre laser distant, vous pouvez scanner sa fréquence, et quand ça produit le battement qui est la courbe verte, vous voyez là, et quand la courbe verte va rentrer dans la zone d'asservissement, tac, là vous pouvez activer votre boucle et stabiliser le battement, et à ce moment-là, la fréquence du laser rouge va être à une distance en fréquence bien déterminée par rapport à votre signal. Donc ça c'est très très efficace, et ça permet d'être une amplification bas bruit et complètement déterministe. Donc sinon, toujours en termes de petits schémas, comment ça marche? En fait, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un interféromètre Michelson, où on a un bras court, on s'arrange pour que sa longueur, et donc le délai de propagation ne bouge pas, pratiquement pas.
On a un acousto-optique pour créer ce décalage en fréquence. On se propage à travers la fibre. Et on a donc en fait un miroir de Faraday, pour être un petit peu plus précis. Donc ça, c'est un détail technique. Ça permet d'être sûr que, en utilisant des miroirs de Faraday, l'état de polarisation au niveau de la photodiode est constant, quelle que soit la rotation de polarisation liée à la fibre. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise comme ça un aller-retour. Un petit détail, c'est que si vous voulez être dans ce qu'on appelle le régime cohérent, c'est-à-dire vraiment dans ce régime où en fait, on vient vraiment toucher à la phase de l'onde, à ce moment-là, il faut pouvoir diviser le bruit de phase que vous avez accumulé dans la propagation, qui peut commencer à devenir très grand, et il va falloir que, pour que vous puissiez faire ça, quand même sonder la fibre avec un laser dont la longueur de cohérence devient suffisamment grande. Donc si vous utilisez des lasers télécoms, ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas pouvoir être dans le régime stabilisé en phase. Mais si on part de laser ultra stable comme on en a au laboratoire, donc là je vous mets un peu la correspondance entre largeur de raie et longueur de cohérence. Ben, pour des lasers ultra stables là tout à gauche, en fait ça correspond à peu près à une distance entre la taille de la Terre et la distance de la Terre. Donc dans notre cas c'est. Et ensuite, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on vient compenser activement le bruit. Donc un point quand même qui vaut le coup d'être retenu, c'est que ma mesure, elle est faite sur un aller-retour, c'est la partie rouge, et je vais diviser par 2, j'ai le droit parce que c'est parfaitement réciproque, mais ma correction, elle s'applique évidemment sur le temps qui est après. Donc ça, c'est ce qui va faire la limite de compensation du bruit. Ça suppose que mon bruit est parfaitement stationnaire d'un coup à l'autre. Or, c'est pas vrai, il est en train de gigoter, c'est une variable aléatoire. Donc ce retard va être la limite fondamentale de compensation du bruit. Donc après, si on veut être sûr, donc on fait ça dans le réseau français, en fait on fait les choses 2 fois. Donc le schéma commence à devenir un petit peu compliqué. J'ai un lien complètement bidirectionnel qui me transfère de A à B, et pour être bien sûr, je demande à B de me renvoyer à A. Donc je vais refaire en B à nouveau la mesure sur un lien retour, qui va me permettre d'avoir un signal transféré au laboratoire A, qui correspond au transfert de A vers B, puis de B vers A. Et si le signal transféré au retour est égal au signal de départ, je me dis que probablement ça s'est bien passé. L'avantage du schéma aussi, c'est qu'on a une valeur attendue. Donc ça, pour les métrologistes passionnés, ça c'est très très bien, parce que ça permet de construire ce qu'on appelle une exactitude. J'ai une valeur attendue, qui est 0. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de défaut dans mon système, je dois retrouver exactement ma fréquence mondiale. Et donc au moins, j'ai une valeur cible. Donc à ce moment-là, je peux déterminer un décalage par rapport à une valeur attendue. Donc dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Là, ici, je vous montre une courbe qui est relativement ancienne, hein, enfin plutôt les débuts du lien, donc il y a pas loin de 20 ans maintenant, sur un lien de démonstration entre le cirque à Paris et le LPL à Villetaneuse au nord de Paris, sur un lien de 43 km replié, donc ça fait 86 km. Et donc là, ce que vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Le bruit, ça tombe bien. Le bruit de la fibre, il est montré en rouge, donc là vous avez essentiellement du blanc de fréquence qui est là. Et quand on compense le bruit, donc ici il y a un pic qui apparaît, qui vient de la boucle de rétroaction, à 1 sur 4 fois le temps de propagation, et vous vous retrouvez avec essentiellement un bruit blanc de phase vers les basses fréquences de jour. Donc ça, il y a encore des bosses, il y a encore des petites imperfections, et puis on fait des choses un petit peu mieux que ça. Mais voilà, c'est vraiment ça qui se passe. Et cette limite de compression du bruit, ce qui est important de comprendre, c'est que plus le lien est grand, plus la quantité de bruit devient élevée, et plus votre capacité à le compresser va devenir petite, parce que le temps de propagation devient de plus en plus long. Donc c'est un système qui ne marche pas à l'infini. Si vous avez un lien infiniment long, vous ne compenserez pas du tout le bruit de propagation du lien. Donc il faut à un moment pouvoir lutter contre ça. Avant de pouvoir lutter contre ça, il faut d'abord lutter contre l'amplification, contre l'atténuation de la fibre. Et pour ça, il faut pouvoir amplifier un petit peu le signal. Souvent dans les réseaux télécoms, à peu près tous les 80-100 km, vous avez des shelters, des petits cabanes, et dans lesquels ils entreposent, ils alimentent des amplificateurs optiques qui sont unidirectionnels dans leur cas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on accède à ces shelters et on vient mettre nos amplis qui, eux, sont complètement bidirectionnels.
Donc, nous, en France, on fait ça avec des amplis qui sont EDFA, d'une même technologie. Le fait qu'ils soient complètement bidirectionnels fait qu'on ne peut pas avoir un gain très très élevé. Dans mon télécom, ils sont plutôt entre 20 et 25 dB de gain. Nous, on doit plutôt travailler entre 10 et 15 dB, c'est-à-dire que le signal, à chaque fois, devient de plus en plus petit. Et il y a aussi la technique des Allemands qui a été développée au PTB, des métrologues près de Berlin en Allemagne, qui consiste à utiliser la résonance bruit-moins. Donc on vient envoyer une onde décalée d'environ 10 de GHz contre-propageante, et ça, par un couplage de phonons, l'énergie va être transférée au signal faible. Donc ça, c'est une technique qui est redoutable, d'abord parce qu'elle est en bande étroite, typiquement une dizaine de MHz, et qui permet d'avoir un gain de type 60 dB sur un ampli. Donc là, moi, je suis obligé de mettre 3 amplis EDFA qui vont faire 15 dB chacun péniblement. Eux, ils mettent un ampli brillant, et paf, d'un seul coup, ils ont une pêche comme ça. Donc là, vous avez une courbe qui vous montre la différence de gain en fonction de puissance du signal, entre les systèmes EDFA en rouge, les gains unidirectionnels en vert, et la techno FBA, qui marche d'autant mieux que le signal est faible. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Après, vous avez encore d'autres techniques, aussi utilisées en télécom, comme les techniques Raman, qui peuvent être aussi utilisées pour booster le gain, tant qu'on n'est pas dans la limite d'oscillation en tout cas. Alors sinon, je vous ai dit qu'à l'infini, les techniques ne marchaient pas. Il faut faire quelque chose pour aller vers des grandes distances. Et la technique, en fait, assez largement répandue maintenant, c'est en fait de découper les grandes distances en des plus petites distances. C'est un petit peu comme votre voiture, hein, c'est pas grave si sa capacité, le réservoir, c'est que 500 km, c'est pas grave, on ferait des pauses. Ben, c'est à peu près pareil. Donc on appelle ça des stations répétrices. L'idée, c'est de pouvoir bloquer à distance un laser sur le signal montant du lien et de le faire comme ça en réponse de proche en proche la propagation. Donc il y a à ce moment-là un effet. Les fonctions au niveau d'une station répétrice, c'est de pouvoir renvoyer le signal vers la station précédente, de pouvoir faire le seed du lien suivant. Et il y a un autre avantage quand même assez important, c'est que ça permet d'avoir une sortie utilisateur pour les utilisateurs. Donc quand on veut construire un réseau avec des utilisateurs qui bénéficient du service, c'est assez utile. J'ai pas suffi. Donc là, donc si on rentre un peu plus dans le détail de comment marche une station répétrice, ça devient un petit peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous commencez à avoir différents acousto-optiques, des techniques de décalage, de phase lock décalé en fréquence pour le laser local. Vous avez des ensembles de Michelson. Voilà, il y a un petit peu d'ingénierie. Il faut pouvoir transférer ça aussi à des industriels. Il faut pouvoir régler les températures. Il faut faire l'électronique bas bruit qui marche dans des réseaux télécoms. Mais ça, c'est ce qu'on a réussi à faire en montrant aussi sur des prototypes de laboratoire, vraiment un contrôle distant et une opération complètement automatique. Donc ça, on a pu, ça marche avec des puissances en entrée de la station, même aussi basses qu'un nanowatt, même un peu moins. Et basé sur cette techno-là, on a pu construire un réseau d'envergure nationale qu'on appelle Refinev. Donc vous avez ici une représentation sur la carte du réseau, donc tout ce qui est vert, c'est ce qu'on a déjà construit, avec les pointillés, c'est ce qui reste encore à construire. Donc aujourd'hui, on va de Lille à Marseille, ça y est, on a connecté Toulouse, tout récemment, il y a 15 jours. Donc il nous reste encore à connecter Nice et la branche ouest qui va vers la Bretagne. On a connecté le CERN et on a 3 connexions internationales vers l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Je vais accélérer un petit peu. Ce que je voulais vous dire sur le transfert industriel, c'est qu'on a pu transférer ça à des sociétés françaises, donc Keopsys devenu Lumibird pour les amplis, Mucons devenu Excel avec de l'électro-initialix pour les stations répétrices. Et le point vraiment important du réseau français, c'est la stratégie du partenariat avec Renater, qui est un réseau pour l'éducation et la recherche, où plutôt que de louer nous-mêmes nos films, en fait on partage nos films, on a développé des techniques qui font qu'on est complètement compatible avec le transfert de données en parallèle d'un réseau télécom actif. Donc là on fait ça maintenant depuis plus de 16 ans, et il n'y a pas une seule data qui a été perdue par Refinev, due à Refinev par Renater.
Donc au niveau des performances, on est à peu près dans les mêmes niveaux. Vous avez déjà eu beaucoup de cours de courbes et de chiffres. Je vais passer ça. Et juste vous montrer que on est arrivé à un niveau de maturité où sur l'ensemble du réseau, donc là ici sur un lien Paris-Lignes, Paris-Strasbourg, Paris-Lyon-Modane à la frontière avec l'Italie et le Lyon à Marseille, le Lyon-Marseille, on arrive à avoir en parallèle, en simultané si vous voulez, sur toutes ces branches-là, des uptimes, c'est-à-dire des niveaux de livraison du signal optique qui dépassent largement les 50%. Donc ça c'est déjà pas mal. Mais en fait, je pense qu'on va pouvoir faire mieux que ça, parce qu'en fait, on n'a pas de vrai blocage technologique. C'est des interventions sur le réseau, c'est des choses qui tombent en panne, qui ne devraient pas tomber en panne, mais qui ne sont pas, nous, nos technos optiques, qui viennent vraiment c'est plutôt qu'on n'arrive pas à compter le signal, on a eu des bugs software, par exemple. Mais les photons sont bien là. Donc je pense qu'on devrait pouvoir arriver à plus de 90% de time sur l'ensemble du réseau par an. Voilà, les derniers mots, je vous rassure. Donc on a maintenant, essentiellement ça a été financé par un premier investissement d'avenir, un premier pays-là. On en a obtenu un deuxième, qui s'appelle Téréfinev, qui va nous financer de 2021 à 2029, qui finance des extensions, donc notamment vers la branche ouest, ce qu'on appelle la branche ouest, vers l'ouest, qui va fournir un signal à Rennes et à Lannion aussi, des connexions vers des nouvelles infrastructures, notamment comme l'IRAM. Et alors la bonne nouvelle et mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'on a 14 nouveaux utilisateurs dans Téréfinev par rapport à l'ancien programme. Et même en cours de route, on a 8 nouvelles applications pour rejoindre le réseau. Donc on est en pleine expansion. Mais l'expansion du réseau ne suit pas l'expansion des ressources humaines. Donc là, on est un peu en difficulté, mais c'est plutôt bien d'être dans un réseau qui grossit. L'autre chose qu'on est en train de faire, en particulier en ce moment, c'est l'implémentation du White Rabbit à grande échelle. Donc on a fait les tests préliminaires et on va déployer en 2025 pas loin de 60 switches sur l'ensemble du territoire. Donc, partout où vous avez de l'optique, vous avez aussi du White Rabbit. Et en fin de programme, on fera aussi une plateforme mobile. Donc essentiellement, c'est un shelter qu'on peut mettre sur un camion qui a des roulettes pour pouvoir amener des capacités de mesure aux laboratoires qui le demandent. Soit à coup de laser ultrastable, de peigne, éventuellement d'horloge, ou de capteurs inertiels, ou de ce qui est nécessaire. De façon à pouvoir aider l'utilisateur à exploiter au mieux ce genre de site. Voilà. Donc après, il y a encore plein de choses que j'aurais voulu vous dire. J'ai pas eu le temps, encore moins maintenant. Je voudrais conclure l'exposé avec deux belles cartes. C'est les cartes européennes de ce qui nous reste encore à construire. Donc vous avez en vert tout ce qu'on a déjà fait en France et ailleurs. En blanc aussi ce qu'on aimerait pouvoir faire, notamment les connexions vers l'Espagne, vers la droite, vous avez entendu parler aussi. En Angleterre, ils ont démarré un projet assez ambitieux qui va couvrir l'Angleterre. En Italie, ils sont un peu aussi avancés que nous. En Pologne, ils ont déjà pas mal de choses. Et voilà, donc l'idée, ça va être de pouvoir connecter tous ces réseaux nationaux et de former une infrastructure européenne. Donc c'est un projet qui s'appelle Forest. On fait une candidature pour être reconnu en tant que tel au niveau européen. Donc là, vous avez en vert tous les pays, vous dire, ouais, c'est une bonne idée. Donc maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va passer, mais il y a quand même un certain nombre d'idées. Voilà, ça c'est les gens qui m'ont financé, et je vous remercie. Donc, merci bien Paul-Éric. On a le temps pour quelques petites questions. Alors moi, c'est une question pas du tout technique, mais c'est par rapport au dernier slide là. Il y a en France là, et en Europe une infrastructure qui s'appelle SLICE, qui est dans le domaine de numérique, c'est l'instrumentation du numérique. Donc des gens qui travaillent sur des technologies autour des data centers, de l'Internet des objets, ainsi de suite. C'est plus dans les domaines de gens qui sont dans l'informatique. Hein. Est-ce qu'il y a des relations entre justement ces projets-là et les gens de SLICE? Alors c'est anciennement Grid Saint-Denis, Fidelity Lab qui se regroupent, et c'est un niveau européen qui s'appelle SLICE RI. Oui. Tu as entendu parler de ça? Alors, je ne connais pas toutes les infrastructures européennes, celle-là, c'est pas celle qu'on a approchée en priorité. Malgré tout, quand on passe en infrastructure, il y a deux choses. Pour d'une part, c'est-à-dire pour les utilisateurs, on s'inscrit sur le moyen long terme. Donc là, ils peuvent commencer à investir, ça veut dire.
Et du côté de l'infrastructure, on doit avoir une feuille de route qui s'inscrit dans la feuille de route nationale et établir des liaisons avec d'autres infrastructures. Vraiment, ce qui n'est pas des infrastructures, ça coûte cher. Donc on ne finance pas deux qui font la même chose. Donc c'est important qu'il y ait un dialogue entre les infrastructures, que chacun ait bien sa feuille de route et qu'on ne se retrouve pas à faire finalement deux fois la même chose. Donc pour l'instant, donc évidemment il y en a 15, enfin il y a une centaine d'infrastructures sur tous les domaines confondus en France. Pour l'instant, ce qui est ciblé en priorité, c'est EPOS, qui s'occupe de sismologie, et le sol. Alors pourquoi EPOS en particulier? Alors EPOS, il s'occupe à la fois d'un ensemble de parcs mobiles de GPS pour l'altimétrie. Il s'occupe des relevés graphimétriques pour la définition des géoïdes. Et il s'occupe aussi de la surveillance au titre académique de toute activité sismique. Donc au titre militaire, c'est CEA qui fait ça. Mais au titre académique, c'est EPOS version France, qui s'occupe de ce qu'on appelait avant Résif. Aidez-moi, Résif. Donc ça, nous, on a vraiment une forte jonction, notamment parce que sur les fibres comme ça déployées, on peut détecter les séismes, donc nos données les intéressent, et ce que eux, ils ont comme données nous intéresse aussi, donc on essaie déjà de se concerter là-dessus. Il y a aussi des axes pour les fibres sous-marines, dans les choses qui font varier le DLS et la température. Ce qui est très très dur à mesurer, c'est la température fond de mer. C'est une horreur de maintenance à faire. Donc il faut imaginer aller poser les balises en température au fond de l'eau, ramener les requins, le salé, etc. C'est très compliqué. Et là, les mesures distribuées par fibre seraient très très efficaces. Donc ça, c'est pour en citer que deux. Il y a toute une liaison aussi. Refinev connecte des infrastructures. On connecte le CERN, on va connecter l'IRAM, on connecte le télescope de Nancy. Donc à terme, on imagine que les installations DLBI des différents pays vont être connectées par fibre et qu'on pourra faire de la DLBI différemment grâce à des réseaux fibre. Ok. Bon, ça vaut peut-être le coup de discuter avec les gens de CES. Oui, non, alors, après il y a tout un aspect data, mais qui dit Les data centers, c'est les consommateurs de temps. Oui, non, mais on n'a pas le temps de les faire toutes à la fois. Juste pour revenir à l'histoire de connexion de l'ERAM, pourquoi l'ERAM et pas d'autres instruments comme, je ne sais pas, le SRF et LL? Alors le SRF aussi, je n'ai pas le temps de les citer tous, mais le SRF va être connecté en fait. Soleil va être connecté. Ouais. Donc après pour la radio astro, il y a au moins deux champs. Il y a pouvoir faire des observations à plus haute fréquence. Quand les objets observés sont de fréquence plus élevée, les contraintes en bruit relatif de fréquence deviennent plus aiguës pour la même ligne de base. Donc quand on monte la fréquence d'observation, là on a un problème. Et l'autre, donc là, un bénéfice en tout cas à la fibre. Et l'autre cas d'application, c'est quand on veut faire des séries temporelles qui sont longues. Et là, ça devient en fait un sport très très exigeant. En VLB, en fait, le temps d'observation, c'est plutôt de l'ordre de quelques heures, d'une heure ou deux. Et puis en fait, dû à la rotation de la Terre, on ne regarde plus au bon endroit. Donc il faut attendre la nuit suivante, la journée suivante, et réempiler dessus. Donc là, pour que les sommes se fassent en phase, en plus il faut du transfert de temps. Et à ce moment-là, vous faites des intégrations typiquement sur des années. Donc typiquement, ils font ça à l'OFAR. L'OFAR, ils vont à Nancy, ils vont mesurer autour de quelques dizaines de mégahertz, donc a priori pas exigeant du tout. Mais après, ils vont traiter sur 10 ans de données. Donc en fait, eux, ils ont besoin de l'exactitude des fontaines. Oui, moi j'avais juste une question naïve sur la topologie, sur l'histoire des amplis asymétriques, symétriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le réseau télécom, de base, ils mettent un ampli pour chaque sens, c'est ça? Ou j'ai un truc que j'ai pas compris? Non, c'est exactement ça. Là, ici, en haut, ce que vous avez, c'est la topologie classique d'un réseau télécom. Donc en fait, c'est une fibre dopée argon. Et puis ils mettent un isolateur de chaque côté, de façon à ce que lorsqu'ils montent le gain d'ampli, les réflexions parasites ne sont pas en train de concurrencer le gain que vous apportez au signal faible. Donc ça, quand vous tirez de loin, votre signal, quand il arrive dans l'ampli, il devient plus petit
qu'une réflexion parasite entre deux connecteurs mal nettoyés du réseau. Et à ce moment-là, votre amplificateur il va osciller sur des modes donnés par les mauvais fabricants. Et donc là, vous tuez complètement votre transmission. Vous n'avez plus de gain dans votre signal faible. Donc ça, c'est le killer vraiment pour nous. Donc et aussi pour les télécoms. Donc la façon de résoudre des télécoms, c'est de mettre des isolateurs. C'est assez efficace, du coup ils peuvent avoir typiquement 25 degrés de gain. Mais du coup, s'il y a des isolateurs, c'est plus bidirectionnel, et nous, on n'a plus les mêmes schémas, et à ce moment-là, on n'a plus la compensation esquisse qui permet d'arriver à 10 points. Si vous n'êtes pas intéressé par 10.20, c'est pas grave. Avec des ISO, vous pouvez quand même atteindre 10.17. Mais si vous voulez la performance extrême, il faut rendre le schéma complètement réciproque. Donc pour ça, effectivement, on n'a plus ces amplis-là, mais des amplis comme ça. Alors, où on n'a plus les isolateurs et on s'arrange pour avoir des pompes qui sont très très symétriques et qui viennent effectivement apporter le même gain, quel que soit le sens de passage des photons, de ouest en est ou d'est en ouest. Le signal de gauche vers la droite et de droite à gauche, il n'est pas au même moment Le moment de gain? Ouais, enfin la fibre elle est utilisée soit dans un sens, soit dans l'autre du coup. Ah non, en fait, nous, du coup, elle est utilisée en permanence des deux côtés. On envoie la lumière là-dedans, au bout du bout, on va retrouver quelque chose comme un miroir, et la lumière revient. Donc nous, on utilise, alors l'autre grosse différence, c'est qu'on a des signaux continus, on n'a aucune modulation. Du coup, on n'a pas de dispersion de polarisation, on n'a pas de problème de polar, parce qu'on a des miroirs de Faraday, donc un plus petit 10.20. Et donc en fait, on est complètement en mode stationnaire. Et on utilise malgré tout deux fibres pour ce que je vous ai expliqué, pour je transfère vers B, et je veux aussi pouvoir vérifier ce qui a été transféré. Donc la deuxième fibre, on la rend également bidirectionnelle, et on fait des choses de fond. Du coup, ces machines amplifient ça à gauche vers la droite et vice-versa. Et on s'est vraiment fatigué à faire des schémas de gain qui sont symétriques des deux côtés, parce que il faut vraiment avoir des schémas les plus réciproques possibles. Et ce qui fait qu'on ne peut pas mettre deux unidirectionnels inversés, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, c'est ça? Oui. Alors, il y a des technologies, par exemple, avec des circulateurs qui font ça, on appelle ça des quasi-bilirs. Mais le circulateur n'est pas exactement le même à gauche, à droite, et si on vient regarder vraiment très précisément, on va avoir une limite dans la performance sur le fait que ce n'est pas exactement le même schéma. Alors que si vous avez un schéma de pompage complètement symétrique, à ce moment-là, il y a plus de problème. Ok, écoutez, si on a fini, merci encore Paul-Éric.